Bonjour sur Diaspora, votre émission télévisée. Au sommaire, nous allons suivre Apple contre Samsung. Plusieurs procès opposent un peu partout dans le monde. Le tribunal du Bronx à New York sera-t-il la dernière scène de l'affaire Strauss-Kahn? Tout ça, c'est bien entendu plus encore avec Diaspora. Bienvenue à tous. Votre présentateur, Raphaël Ngomatsassa. Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Diaspora. Comme nous avons annoncé tout à l'heure au sommaire, nous débutons notre émission par le conflit entre Apple contre Samsung. Plusieurs procès les opposent un peu partout dans le monde. Les deux colosses de nouvelles technologies et dernière bataille en date est à l'échelle des deux groupes gigantesques. La marque à la pomme et le géant sud-coréen s'accusent réciproquement de vol de brevets du design des appareils au pictogramme des systèmes d'exploitation en passant par l'emballage des machines. Suivez. La marque à la pomme et le géant sud-coréen s'accusent réciproquement de vol de brevets, du design des appareils au pictogramme des systèmes d'exploitation en passant par l'emballage des machines. En août dernier, un jury américain condamnait Samsung à verser à Apple plus d'1 milliard de dollars pour des violations de brevets liées aux iPads et iPhones. Je pense qu'il y a une vraie volonté de protéger ce qui les distingue de leurs concurrents. Manifestement, il y avait une volonté de Samsung de rattraper son concurrent en se plaçant dans son sillage et en proposant des produits qui ressemblaient furieusement aux iPhones. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de copies? Il est vrai que certains modèles de Samsung ont peut-être été un tout petit peu loin. Cela dit, ça reste des smartphones, la forme est un petit peu la même pour tout le monde, quelque part c'est un peu normal. La guerre en chiffres. Samsung est numéro 1 des ventes de smartphones, juste devant Apple. Et la situation s'inverse quand il s'agit des tablettes électroniques. Alors forcément, jouer la bataille sur le terrain juridique est tentant. C'est pour eux un outil au service de leur stratégie commerciale et financière. Ils cherchent à obtenir le moyen, à travers ces actions judiciaires, de trouver un accord qu'ils n'ont pas su trouver auparavant. Le but est donc d'affaiblir son adversaire, mais pas trop, car si Samsung et Apple sont concurrents, ils sont aussi partenaires. Le géant californien achète chaque année pour plusieurs milliards de dollars de composants au groupe coréen. Résultat, le premier client de Samsung n'est autre qu'Apple. Alors Apple comme Samsung n'ont aucun intérêt à se voir disparaître l'un et l'autre parce qu'effectivement Apple est le meilleur client de Samsung et Samsung fait beaucoup d'argent avec Apple. Après la question est de savoir jusqu'où ils veulent tirer profit l'un de l'autre, jusqu'où mettre le curseur, mais fondamentalement c'est juste, les deux sociétés ont presque besoin l'une de l'autre. Cette guerre des brevets ne devrait donc voir ni grand vainqueur ni grand perdant, à l'exception peut-être du client. Le contenu de licence de ces produits devient de plus en plus exorbitant. Apple demandait à Samsung en 2010 de payer 30 $ par téléphone Android commercialisé par Samsung. Le sort de cette guerre devrait donc se jouer non pas devant les tribunaux, mais plutôt du côté du porte-monnaie des consommateurs. Les deux géants continuent à lancer de nouveaux produits sur le marché. Samsung a récemment dévoilé son Galaxy Note 2 à Berlin, un smartphone grand format équipé d'un stylo électronique haute précision. Le constructeur coréen espérait en vendre 20 millions d'exemplaires environ, soit le double de sa première version du Galaxy Note. Le tribunal du Bronx à New York sera-t-il la dernière sur scène de l'affaire Strauss-Kahn? Telle est la question que les gens se posent. Lundi, Nafissatou Diallo et ses avocats, ainsi que ceux de l'ancien patron du Fonds monétaire international, se retrouvent dans le bureau du juge pour tenter de conclure un accord financier.
6 millions de dollars, c'est la coquette somme que négocieraient les avocats de DSK et de Nafissatou Diallo, la femme de chambre ayant accusé d'agression sexuelle l'ancien patron du Fonds monétaire international. Il s'agirait, selon le New York Times, d'un accord à l'amiable, une procédure qui permet d'éviter un procès et surtout de clôturer 18 mois d'une saga judiciaire et de séquelles en cascade pour Dominique Strauss-Kahn. Rien ne serait encore signé entre les deux parties, mais le quotidien Le Monde a déjà évoqué les modalités de paiement de l'ancien présidentiable, ce que démentent pour l'heure ses avocats. Pour payer ces 6 millions de dollars, il a confié à ses proches qu'il ferait à la fois un emprunt bancaire et que Anne Sinclair, son épouse, dont il est séparé depuis la fin de l'été, lui avancerait autour de 3 millions de dollars qu'il lui rembourserait plus tard. DSK avait reconnu une brève relation sexuelle inappropriée avec la femme de chambre guinéenne, mais la procédure avait abouti à un non-lieu en août 2011. Dans la foulée, Nafissatou Diallo avait porté plainte au civil. Si l'argent n'a pas d'odeur, il pourrait nuire à la santé selon des scientifiques. Une récente étude rapporte que des matières fécales seraient présentes sur une carte bancaire sur 10. Les billets de banque grouilleraient aussi des bactéries. Des mains mal lavées seraient à l'origine de cette contamination. Cette enquête a été menée par des experts en hygiène de l'Université Queen Mary et de l'École d'hygiène et de la médecine tropicale de Londres. L'univers de Dallas est réellement impitoyable. Même le héros principal de la série, le fameux JR, n'y a pas résisté. L'acteur américain Larry Hagman est mort vendredi dernier de suite d'un cancer à l'âge de 81 ans. Il s'est éteint. Ça ne s'invente pas, précisément dans un hôpital de Dallas entouré de ses proches. Larry Hagman a joué dans de nombreux téléfilms américains et même pour le cinéma, mais son rôle du méchant JR, homme d'affaires sans aucun scrupule, lui collait à la peau. Dallas a débuté aux États-Unis en 1978. Dès les années 80, le feuilleton américain s'est imposé dans le monde entier. Les téléspectateurs ne parlaient plus que de JR, de sa femme Sue Ellen, de sa femme trompée, disais-je, Sue Ellen, et du gentil Bobby. L'année dernière, Dallas a tenté de renouer avec le succès, et même vieillissant, Larry Hagman, alias JR, tenait encore la tête d'affiche. Décision historique aux États-Unis, la Cour suprême va statuer sur le mariage homosexuel, notamment sur la différence de traitement des époux hétérosexuels, des homosexuels, car ces derniers sont en fait considérés comme des célibataires au niveau fédéral. Leur union n'étant égale que dans 9 États sur 50 et à Washington, les 9 juges de l'institution réputée conservatrice se réuniront en mars et devraient statuer d'ici juin. Décision historique aux États-Unis, la Cour suprême va statuer sur le mariage gay, notamment sur la différence de traitement des époux hétérosexuels et homosexuels, car ces derniers sont en fait considérés comme célibataires au niveau fédéral, leur union n'étant légale que dans 9 États sur 50 et à Washington. Les 9 juges de l'institution réputée conservatrice se réuniront en mars et devraient statuer d'ici juin. Peu importe le résultat, c'est formidable que la Cour examine les droits de nos familles et l'équité de notre dignité et de notre valeur. La Cour suprême statuera également sur la Proposition 8 en Californie, un texte qui stipulerait dans la Constitution de l'État que le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme. Des militants anti-gays contestent l'interdiction de cette disposition par la justice. Je m'attends à ce que 4 ou 5 juges de la Cour suprême soutiennent la Proposition 8. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas présent dans la Constitution des États-Unis et le 10e amendement dit ce qui n'est pas dans les mains du pouvoir fédéral et du ressort des États. Reste à savoir si la position de l'administration Obama en faveur du mariage homosexuel influencera la Cour suprême. L'arbitrage de la plus haute juridiction du pays pourrait avoir un impact sur la vie de près de 80 000 couples. Après ce sera donc, nous parlerons de la musique. Les MTV Europe Music Awards ont rendu leur verdict à
Frankfurt et ce sont les deux stars de la pop adolescente qui ont dominé les débats. Taylor Swift remporte le prix de la meilleure artiste féminine, du meilleur concert et du meilleur look. 3 récompenses également sur le Canadien Justin Bieber, comme on le dit en anglais. Carly Rae Jepsen a elle obtenu notamment le prix de la meilleure chanson avec Call Me Maybe. David Hasselhoff a lui repris le prix du meilleur clip vidéo Psy, le nouveau roi de la pop coréenne pour son tube devenu l'interplanétaire Gangnam Style, l'une des vidéos les plus visionnées sur internet, le plus de 709 millions sur YouTube. David Guetta a décroché le prix du meilleur artiste électro malgré plusieurs nominations. Lady Gaga et Rihanna n'ont pas pu être récompensés cette fois. Et voilà, Diaspora Mag se termine ce soir. On se quitte sur cette belle musique, cette belle danse de Gangnam. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sans oublier, Raphaël, votre ami, votre présentateur. À plus. À la semaine prochaine. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 옳고